Votre dernier album est sorti il y a quelques jours et ça s'appelle Le Dernier Appel. Pourquoi Le Dernier Appel et à qui ça s'adresse? Le dernier appel parce que c'est un appel urgent à l'unité et à l'union des pays africains. Donc c'est un appel qui s'adresse aux Africains à un moment où l'Afrique est très sollicitée à cause de ses richesses et à cause de sa beauté. L'Afrique, c'est un continent très sollicité aujourd'hui par toutes les puissances. Mais si nous restons divisés dans nos pays, on sortira perdant. Et si on reste divisé sur le continent, on ne s'en sortira pas, puisque les gens profiteront de cette division pour continuer à exploiter nos richesses. Voilà, c'est un appel à l'unité. L'unité prônée déjà par nos premiers présidents, donc Kwame Nkrumah, Haïlé Sélassié. Je pense que je pense qu'aucun pays africain ne s'en sortira tout seul. C'est ensemble qu'on peut gagner tous les combats. Donc c'est un appel qui s'adresse aux Africains. Et vous l'avez intitulé Dernier Appel. Est-ce que, parce que depuis 1997 et 1996, vous faites vous appelez les Africains à travailler, vous dénoncez tout ce qui se passe en Afrique, les puissances étrangères qui viennent en Afrique. Et est-ce que c'est votre dernier appel? Est-ce qu'il y aura un autre appel de Tiken Jah Fakoly? Bien sûr qu'il y aura un autre appel. Donc je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. C'est vraiment un appel par rapport à l'urgence. Mais il y aura d'autres appels. Il y aura d'autres appels. Je pense que tant que le combat n'est pas terminé, il faut toujours continuer il faut toujours continuer. Donc voilà, moi c'est pas du tout le dernier appel. C'est pas du tout le dernier appel, faut pas s'inquiéter. C'est par rapport, c'est vrai que beaucoup de personnes posent cette question, mais c'est parce que simplement il y a urgence. Quand il y a urgence, il faut chauffer. Quand l'avion doit décoller, il faut appeler, les gens ils appellent plusieurs fois. Donc voilà. Mais il n'y a pas, c'est vraiment par rapport à l'urgence. Et vous appelez les Africains à prendre le vol. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y aura les lois de la pesanteur africaine, quand les gens qui vont venir vous dire, quand on va entrer dans l'avion, on va dire, ah toi tu es Malické, oh toi tu es Sénégalais, oh toi tu es Burkinabé. Est-ce que l'Afrique est prête aujourd'hui à l'unité? Je pense que c'est un processus. C'est un processus. On en parle aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui. Mais l'objectif n'est pas d'avoir cette unité maintenant, mais de planter la graine, l'arroser, de telle sorte que ça soit possible dans 50 ans ou dans un siècle. Mais le plus important, c'est que tous les Africains sachent que le Sénégal ne peut rien imposer aux États-Unis. Les États-Unis, c'est 52 États, avec tout ce qui va avec. Voilà, l'Union européenne, c'est 27 États. Le Sénégal seul, un petit pays, ne peut rien poser comme condition. Donc le Sénégal ou le Mali ou la Côte d'Ivoire, seuls dans leur coin, ne feront que recevoir des autres. Par contre, si dans l'avenir, dans 50 ans ou dans 100 ans, on arrive à se mettre ensemble, on va nous écouter puisque nous sommes 54 pays. Avec le Soudan du Sud, nous sommes 54 pays, avec toutes les richesses qui regorgent le sous-sol des pays africains, avec tout le potentiel humain, parce que en 2050, nous serons 2 milliards de population. Donc, l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Je pense que c'est important de le dire aujourd'hui aux Africains qui se rendent compte que le destin est dans notre main. Si on reste comme ça, on perd tout, on reste divisé, on n'aura rien. Mais si on s'intègre, si l'intégration est encouragée, si l'unité est encouragée, si dans 50 ans ou dans 100 ans, on arrive à obtenir l'Union africaine ou bien les États-Unis d'Afrique, c'est sûr qu'on va nous écouter. Donc l'important c'est ça. Et puis nous avons la spécialité en Afrique d'être pessimiste. Il faut être optimiste. Je pense que le combat il était très difficile pour les Noirs américains. Très difficile. Esclaves, ils sont arrivés, ils ont travaillé dans les champs, ils ont été malmenés. Il y a un certain Martin Luther King qui a essayé de faire bouger les choses et qui a dit j'ai un rêve.
Et ce rêve-là, on peut dire qu'il s'est réalisé aujourd'hui. Quand vous regardez la Maison Blanche, donc le président des États-Unis, qui est un pays de blancs, ben, il y a un Américain noir d'origine africaine, et il y a une descendante d'esclaves comme première dame. Donc ils ont cru, ils ont rêvé, et le rêve s'est réalisé. Maintenant, si en Afrique, nous on dit non, c'est pas possible parce qu'il y a trop d'ethnies, il y a trop de ceci, si on reste dans ça, rien ne va bouger. Je vous donne encore un autre exemple. Nos ancêtres qui ont combattu l'esclavage, s'ils avaient dit non, mais c'est pas possible. Nous, de toute façon, Dieu a fait de nous des esclaves, donc on va rester comme ça. L'esclavage n'allait jamais être aboli. Quand il y a eu la colonisation après l'esclavage, nos parents, malgré qu'ils n'étaient pas à l'école, ils ont trouvé que la colonisation, ce n'était pas bien pour l'avenir de leurs enfants. Ils se sont battus contre la colonisation, ils ont cru à leur combat et ils ont gagné. Et on a eu l'indépendance. Maintenant, il faut que l'Africain d'aujourd'hui rêve à autre chose. Notre rêve aujourd'hui, ça doit être l'unité. On doit savoir qu'unis, on gagnera tous les combats et il faut rêver parce que c'est en rêvant qu'on peut avoir quelque chose de positif. Donc moi, je suis un Africain optimiste. Je pense que même si ce n'est pas possible immédiatement aujourd'hui, je sais que tôt ou tard, il va falloir être ensemble pour faire face aux grandes puissances parce que l'Afrique a toutes les richesses. Le pays africain qui n'a pas d'or, qui n'a pas de l'or, il a du diamant. Il a le diamant. Celui qui n'a pas de diamant, il a du cacao. Celui qui n'a pas de cacao, il a de l'arachide. Celui qui n'a pas d'arachide, il a de l'uranium. Celui qui n'a pas d'uranium, voilà. L'Afrique a tout. Maintenant, nous sommes désunis et nous sommes endormis. Nous avons été écrasés pendant plusieurs décennies. Ça fait seulement 54 ans. Je parle des années des indépendances. Donc de 1960 à maintenant, ça fait 54 ans. Donc vous et moi, nous faisons partie de la toute première génération libre d'Afrique. Donc quand on parle de l'année 0, on se dit, nous sommes les premières générations libres. Donc imaginez quand il y aura une 10e ou 20e génération libre, on sera loin, mais il faut que les forces soient ensemble, parce que les forces dispersées, on n'avancera pas. Vous trouvez que vous appelez les Africains à se lever pour sortir l'Afrique du trou. Ça veut dire que les Africains ne font pas assez pour leur continent? Non, je pense qu'on est on attend trop. Nous sommes le seul peuple qui attend trop de... Moi je suis croyant, je suis musulman, mais on attend trop de Dieu. Alors que Dieu il est très occupé. Il doit s'occuper des Russes, il doit s'occuper des Américains, il doit s'occuper des Sud-Américains, il doit s'occuper des Chinois, etc. Donc Dieu, c'est le Père, il a trop d'enfants. Donc si il regarde un de ses enfants et qu'il trouve qu'ils sont en train de danser ou bien ils ne bougent pas, il va dire bon, eux ils ne sont pas encore prêts à décoller, mais il va les laisser. Et puis quand je regarde dans l'histoire de tous les peuples, c'est les peuples qui se sont levés pour assumer leur destin, pour faire avancer les choses. Donc personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Je ne dirais pas que les Africains ne font rien du tout. Nos parents et nos ancêtres ont fait leur part. Maintenant, qu'est-ce que la génération d'aujourd'hui fait pour réserver une autre Afrique à nos enfants et à nos petits-enfants? Et c'est la question que tout Africain doit se poser. On voit que vous vous êtes levé, vous faites des projets qui transcendent les frontières. Vous avez construit, vous avez fait des projets au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Mali. Pouvez-vous faire un bilan de votre projet en fait? Oui, effectivement, l'association, un conseil, une école, nous avons construit 5 écoles en Afrique, 2 écoles primaires en Côte d'Ivoire, une école primaire au Burkina, une école primaire au Niger et un collège au Mali. Le but, c'est de montrer l'importance de l'éducation, parce que je pense que l'éducation, c'est la base. C'est l'école, c'est l'éducation qui va réveiller l'Afrique. C'est l'éducation qui va permettre aux Africains de se mettre au-dessus des religions, des ethnies, des régions pour défendre l'intérêt général. Ici à Montréal, vous avez des gens qui ne croient pas en Dieu, des chrétiens, des musulmans, et tout. Mais quand vous touchez à l'emploi ou à la santé, les gens ils oublient les religions, ils oublient tout, ils se retrouvent sur la place publique et ils défendent l'emploi ou ils défendent la santé. Je pense que l'Afrique doit passer par là, absolument. Et donc, pour moi,
c'est l'école qui va être la base de ça. C'est l'école qui va réveiller l'Afrique. Et c'est pourquoi j'ai dit que quand l'Afrique va se réveiller, ça va faire mal. Et effectivement, quand la majorité des Africains saura lire et écrire, ça va faire très très mal parce que les gens vont se retrouver ensemble, réclamer leurs droits d'abord dans nos pays et ensuite sur le plan international. On va dire, vous savez, quand on présente le Niger à la télé tous les jours, on dit que c'est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Ce que les gens ne savent pas, c'est que sur 4 foyers en France, il y a un foyer qui a l'électricité grâce à l'uranium du Niger. Donc voilà, et je vais vous donner un autre exemple. La Côte d'Ivoire est numéro 1 producteur de cacao dans le monde, c'est-à-dire tous les chocolats qui se trouvent dans les supermarchés, la Côte d'Ivoire seul produit 40% de tous les chocolats qui se trouvent dans les supermarchés du monde entier. Le Ghana produit 20%. Quand vous ajoutez les 20% du Ghana sur 40% de la Côte d'Ivoire, ça fait déjà 60%. Quand vous ajoutez les petites productions des autres pays africains qui produisent 5%, 10%, ainsi, vous trouvez que tous les chocolats qui se trouvent dans les supermarchés du monde entier, il y a au moins 80% qui viennent du continent africain. Ça, c'est juste cacao et voilà. On peut parler aussi du café de notre place. Le café, l'uranium. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable. Il y a une matière dans le téléphone portable qui vient du Congo, Kinshasa. Donc, c'est un continent très très riche. Mais je crois que les gens ont reçu un truc, c'est qu'on a réussi à faire croire aux Africains qu'on est pauvre. On a réussi à nous faire croire qu'on est pauvre et nous, on a accepté qu'on est pauvre. Quand vous demandez à un Africain, ah non, nous on est pauvres, on est des pauvres. Mais nous, on n'est pas pauvres. On n'est pas pauvres du tout. Au contraire, l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Vous verrez que dans beaucoup de pays en Occident, les gens, ils ont presque tout fini. Ils vont des grèves en grève, il y a des crises en crise, surtout en Europe. Il n'y a que des crises. Donc il y a les nouvelles technologies, mais l'avenir, c'est l'Afrique. C'est pourquoi notre unité, c'est important. Si on n'est pas unis, dans quelques temps, les gens viendront et puis on sera, et ils viendront prendre les choses chez nous. Vous avez parlé tout à l'heure du café, du cacao. Qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui vous a motivé à investir dans l'agriculture? Ce qui m'a motivé à investir dans l'agriculture, c'est que je voulais valoriser l'agriculture. Voilà, puisque vous savez, il y a beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui qui désertent les villages. Tout le monde veut aller en ville, tout le monde veut venir au Canada, tout le monde veut aller aux États-Unis. Moi, je dis non. Normalement, s'il y avait une volonté politique de nos dirigeants à mettre l'accent sur l'agriculture, s'il y avait une volonté humaine aussi des jeunes à rester pour cultiver la terre, avec toute la place qu'il y a en Afrique aujourd'hui, il y a le soleil, il y a les bras valides, il pleut, l'Afrique aurait pu nourrir une grande partie de la planète. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'est pas étonnant de trouver du riz chinois ou du riz thaïlandais dans les assiettes de nos parents dans les petits villages du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire, parce que simplement tous les jeunes sont allés en ville. Donc moi je voulais, en tant que leader d'opinion, montrer un peu le chemin de l'agriculture à la jeunesse, parler de l'importance de l'agriculture. Donc voilà, je me suis dit qu'il ne fallait pas seulement que j'en parle, il fallait que je pose des actes. Donc j'ai fait un champ de 15 hectares, j'ai fait 15 hectares de riz. Le but c'était vraiment de montrer l'importance avec des gestes, avec des actes à la jeunesse africaine. Tiken Jah Fakoly, en tant que leader, porte-parole des sans-voix, est-ce que vous ne pouvez pas, en tant que panafricaniste, agir avec d'autres artistes africains et essayer de faire bouger les lignes en Afrique? Moi j'aimerais bien agir avec d'autres artistes africains, j'aimerais que d'autres artistes africains viennent et qu'on fasse des choses ensemble. Mais voilà, vous savez, chacun a sa conviction. Moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent même pour moi, qui disent « Ah lui, ils vont le tuer », tu vois. Donc, mais je sais aussi que Martin Luther King savait qu'ils allaient le tuer, mais son combat a abouti à quelque chose. Et je sais que dans l'histoire de tous les peuples, il y a des gens qui ont pris des risques à des moments et il y a eu des retombées et ça a fait avancer les choses. Donc j'aimerais que d'autres artistes viennent et qu'ensemble on mène ce combat ensemble. Et dès que c'est possible, ce serait avec plaisir.
Et je sais que ça vous a valu quelques ennuis avec le gouvernement du Sénégal quand vous avez demandé à Ablawa, l'ancien président du Sénégal, de quitter, et même quand vos enfants voulaient aller en France. Oui, oui, vous savez, quand on est un soldat, pour faire avancer les choses, il faut s'attendre à des choses. Voilà. Donc, effectivement, il y a eu cette interdiction au Sénégal, il y a eu aussi l'exil au Mali, qui a duré 5 ans, mais c'est le prix à payer, c'est un peu le prix à payer. Alors, quand on a un message comme le mien, il ne faut pas s'attendre à des roses tout le temps. Donc, voilà. Mais je pense que je suis simplement sur le chemin tracé par Bob Marley. Moi, j'ai eu de la chance. Hein. Bob Marley, lui, il a pris une balle. Donc, il a pris une balle et donc, moi, j'ai encore de la chance. Mais aujourd'hui, nous, on existe parce que Bob Marley a été. Si Bob Marley n'avait pas existé, peut-être que nous, on ne serait pas aujourd'hui en train de faire une musique avec un message. On sait qu'aujourd'hui, vous êtes écouté par la jeunesse africaine, et même au-delà des frontières africaines. Est-ce que ça vous dirait un jour de faire de la politique et dire que voilà, il est temps que ça bouge, faire comme Youssou N'Dour au Sénégal qui a été ministre Non, non, je pense pas. On a une limite, c'est la limite, c'est où Bob Marley s'est arrêté. Bob Marley s'est arrêté à l'éveil des consciences, à la sensibilisation avec sa musique, donc au militantisme, mais occuper un poste politique, je pense que ça ne fait pas partie du tout de notre combat. Ça ne fait pas partie du combat. Donc, pour répondre à votre question, non, il n'y aura pas de député ou de maire Tikendia ou de président de la République. Non, ça, je peux vous l'assurer. Quel est votre dernier mot? Souhaiter que les Africains prennent conscience qu'on a un beau continent, que l'Afrique c'est le continent de l'avenir, que l'Afrique c'est le continent où tout reste à faire. C'est l'Afrique, c'est le continent qui va être sollicité au niveau de l'exode dans l'autre sens. Aujourd'hui, les Africains veulent venir ici, mais moi je suis certain que dans 50 ans, les gens voudront aller là-bas parce que là-bas, il y a de la place.